Né avant le siècle, Boris Pasternak a 27 ans quand la révolution de 1917 bouscule l'ancienne Russie tsariste. Sa vie et son œuvre se construisent dans les tourments des 40 premières années de l'Union soviétique. Poète célèbre et célébré en Russie dans les années 20, il est connu à l'étranger d'un cercle d'admirateurs où l'on compte Rilke, Romain Rolland et Malraux. Mais aujourd'hui, conséquence de la coupure du monde en deux pendant 70 ans, Pasternak est à l'ouest l'homme d'un seul livre, le docteur Jivago, et à l'est l'un des plus grands poètes russes. Aux environs de Moscou, dans sa datcha de Peredilkino transformée en musée, des amis connus et inconnus fêtent l'anniversaire de sa naissance. Страна наша вся в юбилеях. Вся страна, не случайно сказал Алексей Ефремович, что мы страна то панихида, то юбилей, то панихида, то юбилей. И вот сейчас действительно таинство такое, вот пришли день рождения, пришли как родственники, пришли и все. Ну вот я рад, что кроме всего Максим Шостакович здесь. Это удивительный подарок нам всем. И думаю, что Пастернак где-то там, он же все равно нас слышит и видит. Из пушкинского цикла у него темы и вариации. Вот такие стихи хотя бы. Меня сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, скричу я, нет при музыке. Но можно ли быть ближе, чем в темноте аккорды, как дневник? Меча в камин, комплектами погодно. О, понимание дивное! Кивни, кивни, изумишься ты свободно. Я не держу. Иди, благотвори. Ступай к другим. Уже написан Вертер. А в наши дни, а в наши дни, а в наши дни. И воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить. Я хочу выпить за дом. И зато в этом доме прозвучали стихи Бориса Леонидовича. Тост его гениальный. За что же пью? За 4 хозяек, за их глаза, за встречи в мясоед, за то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт. Мы пьем не за полубога, за бога Пастернака и за его хозяйку Наташу. Ура! Ура! Спасибо, что вы пришли все. En 1955, Boris Pasternak, dans sa deuxième autobiographie Homme et position, écrit « Je suis né à Moscou le 10 février dans la maison Ligine, en face du grand séminaire, rue Ouroujneï. D'une manière inexplicable, j'ai encore quelques souvenirs de mes promenades d'automne avec ma nourrice dans le jardin du séminaire. Aller détremper sous les amoncellements de feuilles tombées, étangs, talus et barrières peintes, jeux et combats des séminaristes s'esclaffant pendant les grandes récréations. Juste en face du portail du séminaire s'élevait une maison de pierre à 1 étage avec une cour pour les fiacres et notre appartement se trouvait dans le recoupement voûté de la porte cochère. Кто? Уже все заплатили, они уже поехали домой все отдыхать. В этом магазине ты черепашек мне дали? Как в магазине? Магазин называется «Педагогическая книга». Le père de Boris, Léonid Pasternak, est peintre. Au jour le jour, il tient une chronique de la vie familiale. Sa femme, Rosa Kaufmann, est une pianiste de grand talent qu'une santé fragile et le désir d'avoir des enfants éloignent très jeune des scènes. Boris a bientôt un frère, Alexandre, puis 2 sœurs, Joséphine et Lydia. Léonid Pasternak et Rosa Kaufmann, sa femme, sont nés dans des familles juives d'Odessa. Ils ne sont croyants ni pratiquants. Boris, son frère, ses sœurs et ses parents y retournent souvent l'été pour de grandes vacances avec les grands-mères. Quand Boris a 8 ans, Léonid loue une datcha près de Moscou, à Obolenskoye. Boris se casse la jambe à cheval. Une légère boiterie le préservera plus tard d'être soldat. En 1894, Léonid est nommé professeur à l'école de peinture. Les Pasternak déménagent dans un appartement de fonction.
Boris Pasternak écrit en 1905 Наверху мастерская отца, в расстоянии версты, где столетняя пыль на Диане и холсты, наша дверь, пол из плит, и на плитах грязца. Le 23 novembre 1894, Léon Tolstoï, qui est un ami de la famille depuis que Léonide a illustré Guerre et Paix, vient avec ses 2 filles à l'école des Beaux-Arts pour écouter Rosa et des amis du conservatoire qui donnent le trio de Tchaïkovski. En 1955, dans Homme et Position, sa 2e autobiographie, Boris Pasternak écrit « Au milieu de la nuit, je fus réveillé par une douleur suave et poignante que je n'avais jamais encore éprouvée à ce degré-là. Je me mis à crier et à pleurer d'angoisse et de terreur, mais la musique étouffait mes sanglots et l'on m'entendit seulement quand on eut fini de jouer la partie du trio qui m'avait réveillé. Cette nuit-là sépare comme un jalon de bornage ma petite enfance sans souvenir de mon enfance ultérieure. C'est depuis cette nuit-là que ma mémoire est entrée en activité et que ma conscience s'est mise à travailler. » Вот в 13 году, то есть в 1903 году, простите, когда моему отцу было 13 лет, дедушка снял дачу в Оболенском под Москвой. И соседом Пастернаков оказался Скрябин. Он тогда сочинял свою 3-ю симфонию или божественную поэму. И маленький Боря Пастернак был так ошеломлен этой музыкой, что он решил, что будет композитором, и следующие 6 лет отдал музыкой. Dans Sauf-conduit dédié à Rilke, Pasternak écrit en 1930, se souvenant de ses 19 ans. « Je n'aimais rien autant au monde comme la musique, aucun musicien comme Scriabine. J'affrontais l'arrangement, le rendez-vous si naturel étant donné les relations de ma famille avec la sienne, avec mon excès habituel. Et le jour fixé, ce que je lui portais, c'était moins mes œuvres qu'un amour qui était depuis longtemps au-delà de toute expression, et mes excuses pour la gêne imaginaire dont je me sentais malgré moi le prétexte. Le tramway surchargé, écrasé, ébrinque-ballait ses sentiments, les emportant inexorablement vers un terme qui se rapprochait de façon terrifiante le long d'un arbat couleur de chocolat. Et Boris joue à son maître une des 2 études qui nous soit parvenue. Dans Homme et Position, Pasternak écrit « L'accueil dépassa mes espérances. Scriabine m'écouta, m'encouragea, me donna des ailes et me bénit. Mais personne ne connaissait mon infortune secrète et l'aurais-je révélé que personne ne m'aurait cru. Alors que j'avançais avec succès dans le domaine de la composition, j'étais impuissant dans le domaine pratique. Je savais à peine jouer du piano et j'étais même loin de déchiffrer couramment. J'annonnais presque. Ce décalage transformait le don de la nature qui aurait pu être source de joie en un objet de souffrance continuelle qu'à la fin je ne pus plus supporter.
Boris abandonne la musique et part étudier la philosophie à l'université pendant 2 ans. En 1912, sa mère, Rosa, qui a mis 200 roubles de côté, l'envoie passer un semestre à Marbourg, en Allemagne. Juif, il n'était pas sûr que l'université de Moscou le garde en thèse d'État. En route pour Berlin, Ida Vysotskaya, une amie d'enfance dont il est secrètement amoureux, passe le voir dans son meublé. Boris la raccompagne à la gare. Le train déjà s'en va. Coup de folie, il court sur le quai et saute dans le wagon. Mais Ida n'est pas amoureuse. Le voyage impromptu est un désastre. De cette déception cruelle, il tire la force d'un nouveau changement. Il dit adieu à la philosophie. Désormais, il écrira. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку, за 6 гривен через Благовест, через клик колес перенестись туда, где ливень еще шумнее чернил и слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. L'échec de la Révolution de 1905 éloigne les jeunes intellectuels de la politique et ils se tournent vers la littérature, la peinture, la musique. Symbolisme, acméisme, futurisme. Boris fait partie d'un groupe futuriste, la Centrifugeuse, et se lie avec Maïakovski. Dans Sauf-conduit, il écrit « Le hasard nous réunit le lendemain sous la marquise du Café Grec. Maïakovski resta seul à table. Il nous proposa de nous réciter quelque chose. C'était la tragédie Vladimir Maïakovski. J'écoutais, envoûté, de tout mon cœur captivé, retenant mon souffle. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. » Для Пастернака новаторство в искусстве, смелая мысль в искусстве не была равносильна авангарду. Он был хорошо образованный мальчик или молодой человек. Для него, например, живопись Врубеля была настолько новым в искусстве, что никакие знакомые ему, он с ними дружил, с Ларионовым, с Гончаровой, он их хорошо знал, он участвовал в их выставках, как, во всяком случае, сочувствующий, и писал на эти темы стихи, им посвященные. Но он понимал, что это должно прийти к чему-то более зрелому. À Moscou et Pétersbourg, l'agitation révolutionnaire s'étend. Boris fait des petits travaux pour survivre. Il est précepteur chez le poète Yurgis Baltrushaitis, puis pendant l'hiver 1915, il va travailler dans l'Oural comme secrétaire d'un ingénieur. Il a une aventure avec sa femme, Fanny. Après un deuxième hiver dans l'Oural, il revient à Moscou et loue 1 rue Léviagie, appartement 7, une petite pièce au dernier étage qui a vue sur le Kremlin. Pensant à sa chambre, il écrit dans Ma sœur la vie le poème Superstition. Коробка с красным померанцем — моя каморка. О, не об номера ж мараться, по гроб до морга. Я поселился здесь вторично, из суеверия, обоев цвет, как дуб, коричнев, и пенье двери. En
Encore une fois, il est amoureux d'Elena Vinograd. Elle lui inspire Ma sœur la vie. Сестра моя — жизнь, и сегодня в разливе расшиблась весенним дождем обо всех. Но люди в брелоках высокобрезгливы и вежливо жалят, как змеи во все. Pasternak écrit dans un passage supprimé par la censure d'Homme et Position, en ce fameux été 17, on avait l'impression qu'en même temps que les hommes, c'étaient les chemins, les arbres et les étoiles qui tenaient des meetings. L'air était saisi dans toute son étendue par une inspiration brûlante qui se déployait sur des milliers de verstes et semblait être une personne portant un nom, paraissant voyant et inspiré. Ну, должен вам сказать, что революция воспринималась Пастернаком как природное явление в ее начале. Так же, как, скажем, вот французская революция вспоминалась им всегда в ее начале, в момент, когда Демулен, вскочивший на стол, призывал народ к единству и к революции, к естественному праву. Когда революцию ограничивали вот те люди, которых Пастернак назвал гениями ограничения, как Робеспьер, как Ленин, как те люди, которые вводили революцию в узкие рамки политики, так Пастернак переставал это понимать, потому что он был всегда крайним противником насилия. Это выражено им очень ясно в романе «Доктор Живаго», где Юрий Андреевич Живаго равно сочувствует и белым, и красным, понимая, что взаимное озверение ничего, кроме зла, в себе не несет. En 1922, il épouse la jeune peintre Génia Lourier, dont il a bientôt un fils, Evgueni. Ma sœur la vie est enfin publiée et obtient un très grand succès. Mayakovsky, Marina Tsvetaeva sont enthousiastes. Elle en fait un compte-rendu très élogieux dans la revue de André Bieli, Épopéia. Pasternak est reconnu comme poète. Ses parents émigrent à Berlin en 1921 et Boris s'installe avec sa famille dans l'appartement de la rue Volkonka. Pour gagner sa vie, il dépouille au ministère des Affaires étrangères des revues du monde entier pour trouver la mention de Lénine. Il se sépare de l'avant-garde et démissionne de la revue Noïlev. Il s'éloigne de Mayakovsky qui lui dit « Décidément, nous sommes différents. Vous aimez l'éclair dans le ciel. Moi, je l'aime dans le fer électrique. » L'art doit rentrer dans le rang et se mettre au service du prolétariat. Dans le poème à Boris Pilniak, son ami qui sera arrêté et fusillé quelques années plus tard, Boris Pasternak s'interroge et interroge. «Илья, не знаю, что в потемке тычась, вовек не вышла к свету темнота. И я, урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья 100. Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места,
оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Le 14 avril 1930, Maïakovski se tire une balle dans la tête. Pasternak écrit dans Sauf-conduit. Il était couché sur le côté, le visage tourné vers le mur, grand, renfrogné, couvert d'un drap jusqu'au menton, la bouche entr'ouverte comme un dormeur, tournant orgueilleusement le dos à tous, même couché, même endormi de ce dernier sommeil, il fonçait, il s'en allait. Celui-là seul, climatiquement, avait la nouveauté de l'époque dans le sang. Il était étrange des pieds à la tête, et cette étrangeté était celle de l'époque. En 1930, il rencontre Zinaïda, la femme de son ami le pianiste Heinrich Neuhaus. Sans se le dire, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Boris, qui tient à son amitié pour Heinrich, lui avoue ses sentiments pour sa femme, et c'est Heinrich qui les révèle à Zinaïda. Abandonnant tout, les amants quittent Moscou pour 6 mois. Ils sont accueillis à Tiflis en Géorgie par les poètes Yashvili et Tabidze. L'un se suicidera en 1937, l'autre sera arrêté et fusillé en 1941. Ce voyage en Géorgie lui inspire Seconde naissance, publié en 1932. Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна, без извилин. И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Легко проснуться и прозреть, словесные ссоры с сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость. Malgré la déportation massive des paysans, l'arrestation d'écrivains, Mandelstam, Simov, d'ingénieurs, le procès du parti industriel, les compagnons de route dont Pasternak fait partie espèrent un changement. Pour preuve, en 1932, Staline dissout l'association des écrivains communistes, le RAPP, qui installe le contrôle du parti sur la littérature. À sa place, il crée en août 1934 l'Union des écrivains qui réunit les écrivains membres et non membres du parti. Boukharine met Pasternak en avant et en fait le meilleur poète russe. Boris conclut son discours d'adhésion par un avertissement. Étant donné l'immense chaleur dont nous entoure le peuple et l'État, le danger est grand que nous nous transformions en dignitaires de la littérature. Il est élu au comité directeur. Pasternak n'est pas à l'aise dans ce rôle que lui donne la nouvelle union, mais déchiré, contradictoire, il veut croire au renouveau. Après le congrès, il retrouve Zinaïda et ses fils à Odoyevo, la maison de repos de la maison des écrivains. Bonheur éphémère. Sur ordre de Staline, l'Union envoie de force Boris à Paris au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture. Son absence risque d'être mal interprétée. Il fait au Congrès une courte apparition et rentre en Russie en bateau, évitant l'Allemagne où vivent ses parents. En
En 1937, Boris et Zinaïda s'installent avec les deux enfants dans un petit duplex au 17 de la rue Lavrouchinsky au 8e étage. C'est un immeuble coopératif où les responsables de l'Union peuvent acheter un appartement. Ses premiers propriétaires furent Ilf, Petrov, Ehrenburg, Shlovsky, Prishvin. L'Union lui accorde aussi une datcha dans le village des écrivains à Peredelkino. Boris va mal. Il est dépressif. Il souffre d'insomnie, n'arrive plus à travailler. Zinaïda raconte dans ses souvenirs: Boris perdit le sommeil. Souvent, il pleurait ou parlait de sa mort. Je lui fis commencer un traitement avec le docteur Ogodorov. Il passe quelques semaines en clinique. Il n'écrit plus. En 1936 commencent les premiers procès de Moscou. Pasternak comprend que les années de terreur ne sont pas finies. Toutes les nuits, la police arrête et enferme. Pour un mot, pour une allusion, pour rien. Dans l'immeuble des écrivains, la nuit, on écoute l'ascenseur. Tous peuvent être arrêtés. Beaucoup ont des valises toutes prêtes avec du linge de rechange. En 1937, la liste des victimes s'allonge encore. Malgré la peur, Pasternak refuse de signer une pétition contre le livre de Gide, Retour du RSS. Zinoviev, Kamenev, Piatakov, Zerebriakov, Radek sont arrêtés et exécutés. En 1938, c'est au tour de Yagoda, Rykov, Boukharine. Arrêté aussi son ami le poète Tabidze. Как мне объяснял Эренбург, некоторая безопасность Пастернака объяснялась тем, что он был лично известен Сталину. Значит, нужно было доложить Сталину, что надо арестовать Пастернака. А это было очень опасно, потому что входить к Сталину с новыми идеями на этот счет, а не выслушивать его собственные распоряжения, значило попасть в опасное положение. То есть в ответ на предложение об уничтожении кого-либо он мог уничтожить как раз докладывавшего. Это был страшный человек. Le 31 décembre 1937, Zinaïda donne naissance à un fils, Léonide. Boris, qui a besoin d'argent, accepte la proposition de Meyerhold de traduire Hamlet pour l'ex-théâtre Alexandrine de Leningrad. Entre-temps, Meyerhold est arrêté à son tour et sera exécuté. Stop! Pasternak ne cessera plus de traduire Shakespeare. Plus que des traductions, ce sont des recréations. En russe, il réécrira Roméo et Juliette, Othello, Henri IV, Macbeth, Le Roi Lear, et aussi le Faust de Goethe et Marie Stuart de Schiller. Dans un enregistrement fait devant un public amical, Boris Pasternak lit, ou plutôt joue, une scène de Henri IV. Принц, как? Я, наверное, ослышался. Хозяйка, если я вру, то нет во мне ни правды, ни совести, ни женской чести. Фальстаф, их и нет в тебе. Правды в тебе, что в вареном черносливе, а совести не больше, чем в лисице, выкуренной из норы. Что же касается женской чести, то чего бы то ни было женского, в тебе столько же, сколько в квартальном. Пошла отсюда, тварь ты эткая, пошла. Хозяйка, какая такая тварь, а? Моментально отвечай, какая. Фальстаф, такая, что не приведи Бог, вот какая. Хозяйка, неправда, не такая, я что не приведи Бог, а я порядочная женщина в законном браке. А вот ты, хоть ты и рыцарь, и дворянин, а ты подлец, если говоришь так обо мне. Фальстаф, а ты, хотя ты и хозяйка, а животные, если все время споришь со мной. Хозяйка, какое такое животное? А, моментально отвечай, какое животное. Фальстаф, какое животное? Выдра, вот какое. Ну вот.
Я слишком занял ваше внимание. Le 22 juin 1941, Hitler envahit l'Union soviétique. En août, Moscou est bombardé. Pendant les nuits d'alerte, Boris fait le guet sur les toits de son immeuble pour signaler les impacts de bombes à la défense civile. Zinaïda et Léonid sont évacués en Oural, à Tchistopol. En octobre, les Allemands sont aux portes de Moscou. Les autorités évacuent ceux qui ne sont pas nécessaires à la défense de la ville. Boris part lui aussi pour Tchistopol. Les gares sont envahies de réfugiés qui attendent d'improbables trains. Revenu à Moscou en 1943, Pasternak est envoyé au front avec une brigade d'écrivains. Il écrit pour le journal Trud. La guerre et l'armée sont toutes proches. Cela devient maintenant vraiment perceptible. De part et d'autre de la route, les champs sont le plus souvent entourés de fils de fer barbelés portant des panonceaux de mise en garde. Demain, sur les bords de ces chemins, s'étireront les fils des hommes du génie munis de détecteurs. Pour l'instant, ce sont des colonnes de renfort, des jeunes gens fluets et imberbes, gris de poussière. Première carcasse des tanks abandonnés au milieu des rangées de choux. Premier débris calcinés d'avions abattus. La paix revient. À sa cousine Olga, il écrit le 23 décembre 1945 « Olia, Olia, j'ai envie pour la première fois de ma vie d'écrire quelque chose de vrai et pour de bon. » Un an plus tard, il écrit « Depuis juillet, j'ai commencé à écrire un roman en prose qui doit embrasser en 10 chapitres les 40 ans qui vont de 1902 à 1946. Je suis déjà vieux et je ne veux pas remettre à l'infini la libre expression de mes véritables pensées. » Boris Pasternak écrit les premières pages du docteur Jivago. Ils allaient toujours, et lorsque cessait le chant funèbre, on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les jambes, les chevaux, les rafales de vent. Les passants s'écartaient pour laisser passer le cortège, compter les couronnes, se signer. Les curieux se joignaient à la procession, demandaient « Qui enterre-t-on » On leur répondait « Jivago ». Ah bon, je comprends. Mais non, pas lui, elle. Le visage dans les mains, le petit garçon éclata en sanglots. Un nuage qui filait à sa rencontre se mit à lui cingler les mains et la figure des lanières mouillées d'une averse glacée. On vit s'approcher de la tombe un homme en noir. C'était Nikolaï Nikolaïevitch Vedeniapine, un prêtre rendu à l'état laïque sur sa propre demande, le frère de la morte et l'oncle du petit garçon qui pleurait. Il vint vers lui et l'emmena hors du cimetière. Идея большого романа возникла очень рано. Она возникла в 18 году. Она развивалась, как развивался сам Пастернак, как развивалась жизнь вокруг него и историческое сознание в России. Вначале это был роман о, вероятно, начинающем музыканте, похожем на Сережу Спекторского. Есть 3 главы из повести, которые об этом говорят. Вот этот персонаж сохранился в течение во всех этих романах. Так же, как сохранился и персонаж главного героя, ставший из музыканта поэтом, переставший быть профессиональным поэтом, освобожденный от профессиональности художника и тем самым
ставший более свободным, освобожденный от своего рождения, бывший православным, церковным, врачом, то есть имевшим положительную специальность, и ставший человеком социально незаинтересованным, то есть лишним человеком, то есть тем же вечным образом, который существует в Дон Кихоте Сервантеса, в Гамлете Шекспира. En 1946, il rencontre une rédactrice de la revue Novimir de 20 ans sa cadette, Olga Ivinskaya. Il en tombe amoureux fou. Longtemps, il la voit en secret dans le petit appartement de la rue Potapov qu'elle occupe avec sa mère, son beau-père, Irina, sa fille de 7 ans, et Mitya, son plus jeune enfant. Les pères des enfants sont morts. Elle est belle, elle est libre. L'aventure de quelques mois se transforme en amour, avec ses déchirements, ses revirements. Il lui téléphone la nuit, il court chez elle à l'aube. Pour Boris, c'est une troisième naissance. Il se promène nuit et jour dans Moscou. Chacun se raconte à l'autre. Olga devient le modèle de Lara dans le Docteur Jivago. En elle, Boris fait revivre les femmes qu'il a aimées. Il lui offre un petit livre au dos duquel il écrit « Ma vie, mon ange, je t'aime infiniment » le 4 avril 1947. En 1949, Jdanov revient sur le devant de la scène et les persécutions qui n'ont jamais vraiment cessé reprennent. Pasternak et la poète Armatova sont à nouveau attaqués et accusés de cosmopolitisme. Le 19 septembre 1949, Olga Ivinskaya est arrêtée. Elle est transférée à la prison de la Loubianka. Les questions de son juge portent exclusivement sur Pasternak, ce qu'il fait, ce qu'il écrit, ce qu'il pense. Elle reste une année à la Loubianka. Dans ses mémoires, elle raconte qu'elle fait une fausse couche et perd l'enfant dont elle était enceinte. Au bout d'un an, elle est condamnée à 5 ans de camp ordinaire pour intimité avec des personnes soupçonnées d'espionnage. Elle est transférée dans un camp à Potma, en Mordovie. Boris s'est remis au travail. Il commence la 6e partie du roman. Il a peur que le temps lui manque pour finir ce livre vers lequel toute son œuvre converge. C'est la période où les partisans se repliaient presque constamment vers l'Est. Parfois, ce mouvement semblait faire partie d'une offensive générale pour chasser les armées de Kolchak de Sibérie occidentale. À d'autres moments, lorsque les Blancs faisaient des incursions sur leurs arrières et essayaient de les encercler, la marche vers l'Est se transformait en retraite. Le docteur mit du temps à comprendre cette subtilité. Des deux côtés de la route, les maisons avaient l'air de se recroqueviller, de rentrer sous terre, tandis que pataugeant dans la boue, les cavaliers, les chevaux, les canons et la masse compacte des grands tireurs d'élite, avec leurs capotes roulées dans le dos, se dressaient plus haut que les maisons. Boris va souvent à la poste du village. Il envoie de l'argent à sa première femme, Genia, à sa cousine Olga à Leningrad, à Zinaïda restée à Moscou ou à un ami dans la difficulté. Il envoie surtout mensuellement une pension à la famille d'Olga, à sa mère et ses 2 enfants qui sont presque sans ressources. Il écrit à Olga des lettres signées de sa mère. Seule la famille ayant le droit de correspondre avec une prisonnière. Un jour, elle reçoit ce poème, une des 4 lettres de Boris laissées passer par la censure en 4 ans. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты.
стоишь. Деревья и ограды уходят вдаль, во мглу. Одна средь снегопада стоишь ты на углу. Le 20 octobre 1952, après un infarctus, il reste plus de 3 mois à l'hôpital. L'été 1956, 4 années plus tard, il écrit le poème « À l'hôpital ». Шел дождь, и в приемном покое уныло шумел водосток, меж тем, как строка за строкою морали опросный листок. Его положили у входа, все в корпусе было полно. Разило парами иода, и с улицы дуло в окно. La vie reprend avec ses déjeuners du dimanche, où viennent les amis. On lit des textes, des poèmes. Une jeune femme se met au piano et joue Chopin. Boris travaille. Staline meurt le 5 mars 1953. Olga est libérée comme des millions d'autres prisonniers. Boris et Olga se retrouvent. Un an plus tard, elle loue une petite datcha à Ismalkovo, non loin de la grande datcha de Pasternak, et s'y installe avec ses 2 enfants. Boris fait le va-et-vient entre les 2 maisons, entre les 2 femmes, travaillant ici, dormant là, dormant ici, travaillant là. Et comme souvent, à l'une et à l'autre, il lit des poèmes. Я под Москвою эту зиму, но в стужу, снег и буревал всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. Сквозь прошлого перипетий и годы войн и нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. В них не было следов холопства, которые кладет нужда, и новости, и неудобства они несли, как господа. Москва встречала нас во мраке, переходящем в серебро, и, покидая свет двоякий, мы выходили из métro. En 1955, Boris Pasternak achève l'écriture de Dr Zhivago. Le livre est proposé à la revue Novimir. Feltrinelli, l'éditeur italien, membre du Parti communiste, obtient de Pasternak les droits du Dr Zhivago. Dans le même temps, Novimir refuse le manuscrit. Pasternak hésite, puis devant la certitude que son livre ne sera pas édité en Union soviétique, il autorise Feltrinelli à le publier. Malgré les pressions, le livre paraît en Italie le 22 novembre 1957. Sur l'élan, des traductions paraissent dans le monde entier. En 1958, le prix Nobel de littérature est donné à Pasternak. Autour de Boris, Nina Tabidze, Kornei Tchoukovsky et Zinaïda fêtent l'annonce du prix. On lit et relit le télégramme. On porte des toasts, bonheur de courte durée. La réaction de l'État soviétique est très violente. Pasternak se voit contraint de refuser le Nobel. Pasternak devient une affaire d'État. Как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим, так называемым произведением. Этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Свинья, она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел. А почему бы этому внутреннему иммигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался?
Пусть он стал бы действительным иммигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Mais Boris Pasternak ne veut pas émigrer. Le 31 octobre 1958, il écrit à Nikita Khrouchtchev une lettre ouverte où il dit « J'ai appris que le gouvernement ne mettrait aucun obstacle à ce que je quitte le territoire soviétique. C'est pour moi une chose impossible. Je suis lié à la Russie par ma naissance, par ma vie, par mon travail. Je ne conçois pas d'en être séparé ou de vivre en dehors d'elle. Quitter mon pays équivaudrait pour moi à la mort. Et c'est pourquoi je vous prie de ne pas prendre à mon égard cette mesure extrême. » Boris Pasternak meurt 2 ans plus tard, en 1960. Vengeance d'État. Olga Ivinskaya sera arrêtée avec sa fille Irina et remise dans un camp. Le docteur Jivago ne sera publié en Russie que 30 ans plus tard. Par son œuvre, par sa vie, Boris Pasternak ouvre la voie à la génération suivante, celle des dissidents, celle de la liberté reconquise.